Par fin, les archives interdites du Vatican ont été ouvertes, et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur ne devrait pas exister. Un document papal signé qui prouve que l'Église catholique a brûlé vif des hommes innocents pour hérésie, tandis que l'absolution écrite par le pape lui-même restait enterrée dans un tiroir mal classé pendant près de 700 ans. Une Bible du IVe siècle à laquelle il manque des versets que des milliards de chrétiens croient être la parole de Dieu. Des mémorandums de guerre si compromettants que le Vatican les a éliminés de sa propre histoire publiée et a scellé les originaux pendant 80 ans. Et maintenant, une intelligence artificielle décode des pages qu'aucun être humain n'a touchées depuis 7 siècles, extrayant des secrets plus vite que l'institution ne peut les contenir. 85 kilomètres d'étagères, 12 siècles de documents, des millions de pages qu'aucune personne vivante n'a jamais lues et une machine qui lit tout. Voilà ce qui se cachait sous l'un des bâtiments les plus protégés de la Terre. Et quand cette vidéo sera terminée, tu vas comprendre pourquoi ils l'ont gardé sous clé. Le parchemin égaré. Commençons par le document qui a réécrit 700 ans d'histoire. En septembre 2001, une paléographe italienne nommée Barbara Frall effectuait une recherche de routine quand elle a sorti un document d'un tiroir où il n'aurait pas dû se trouver. Il était daté d'août 1308 et avait été classé au mauvais endroit depuis au moins 1628. 373 ans au mauvais endroit. Et moi, voici ce qu'elle a trouvé, et pourquoi cela compte plus que presque tout ce qui est sorti du Vatican au cours des 100 dernières années. En 1307, le roi Philippe IV de France a arrêté les chevaliers du Temple. Les Templiers avaient là bâti un empire financier et militaire qui s'étendait à tous les royaumes d'Europe. Ils possédaient des propriétés dans chaque nation, avaient construit des centaines de châteaux et avaient essentiellement inventé la Banque internationale médiévale. Ils prêtaient de l'argent au roi. Ils géraient des actifs par-delà les frontières. Ils étaient extraordinairement riches, et Philippe voulait cette richesse. Il a arrêté des milliers de chevaliers en un seul jour coordonné, le vendredi 13 octobre 1307. Une date si catastrophique que certains historiens croient qu'elle est à l'origine de la superstition du vendredi 13. Il les a fait torturer jusqu'à ce qu'ils avouent l'hérésie, cracher sur la croix, renier Dieu. 54 ont été brûlés sur le bûcher. En 1312, l'ordre entier a été dissous par décret papal. En 1314, le dernier grand maître, Jacques de Molay, a été brûlé vif à Paris. On raconte qu'il a maudit aussi bien le roi Philippe que le pape Clément depuis les flammes. Pendant 700 ans, l'histoire officielle a été absolue. Les Templiers étaient des hérétiques condamnés par l'Église et détruits par la justice royale. Affaire classée. Le parchemin que Frall a sorti de ce tiroir raconte une histoire complètement différente. C'était le procès-verbal officiel d'une enquête papale secrète menée au château de Chinon, en France. Le pape Clément V avait envoyé 3 cardinaux comme émissaires personnels pour interroger les dirigeants templiers, y compris le grand maître de Molay lui-même. Les interrogatoires ont duré 4 jours en août 1308. Les accusés ont admis certaines infractions, mais ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient renié le Christ que de parole, pas d'esprit, et que toute pratique contestable lors de l'initiation était une épreuve, pas un blasphème véritable. Les cardinaux ont conclu leur enquête. Leur conclusion était claire, non coupable. Le pape Clément les a absous. Il a absous Jacques de Molay et le reste de la direction templière de l'accusation d'hérésie. Il les a rétablis dans la communion avec l'Église. Mais il l'a signé. Il l'a scellé. Le pape savait qu'ils n'étaient pas des hérétiques. Il l'a mis par écrit. Mais le roi Philippe avait déjà décidé de détruire l'ordre et de s'emparer de chacun de ses biens. Il a menacé la papauté par la force militaire. Clément s'est vu contraint d'abandonner les Templiers à leur sort. Et alors, le document a été archivé. Il a disparu dans les archives pendant 693 ans, tandis que le grand maître brûlait et que la réputation des Templiers était détruite pendant des générations. Maintenant vient la partie qui devrait vraiment t'inquiéter. Un fonctionnaire du Vatican a confirmé par la suite que le parchemin de Chinon était parfaitement décrit dans un catalogue de 1912. Il était répertorié, catalogué, disponible pour tout chercheur qualifié qui en faisait la demande. D'abord, pendant 89 ans, de 1912 à 2001, personne ne s'en est rendu compte. Personne ne s'est donné la peine de le chercher. Dans des archives de 85 km d'étagères, ce qui équivaut à plus de distance en rayonnage qu'il n'y en a de Paris à Versailles, un document qui innocente l'ordre militaire le plus célèbre de l'histoire est resté en pleine vue pendant près d'un siècle. Personne ne l'a ramassé. En 2007, le Vatican a publié le parchemin de Chinon, dans le cadre d'une édition limitée de 799 exemplaires reliés en cuir. Grâce à la lumière ultraviolette, les experts ont récupéré des notes marginales presque invisibles que l'on croit écrites de la propre main du pape Clément. 700 ans de faux récits renversés par un parchemin mal classé.
Et pense à ceci, si un seul document égaré a réécrit 700 ans d'histoire, qu'est-ce qui est encore rangé dans le mauvais tiroir en ce moment? Ces archives comptent 85 km d'étagères, 12 siècles de matériel, et la majeure partie n'a jamais été lue. Mais avant d'en arriver à ce qu'une machine extrait maintenant de ces pages, tu dois comprendre ce qu'est vraiment cet endroit et pourquoi un homme a failli tout détruire. La cité enterrée. L'Archive apostolique du Vatican, connue jusqu'en 2019 sous le nom d'Archives secrets du Vatican, est le dépôt central de chaque acte, lettres et documents que l'Église catholique a accumulés depuis le 8e siècle, 600 collections archivistiques. Transcriptions de procès contre des accusés d'hérésie, correspondance diplomatique entre pape et empereur. Bibliothèque confisquée. Objets saisis au cours de siècles de croisades, d'inquisitions et de manœuvres politiques. Le manuscrit du procès de Galilée est là-dedans. Une lettre de Michel-Ange se plaignant que les gardes du Vatican n'avaient pas été payés. Une supplique de Mary Stuart, reine d'Écosse, implorant le pape d'intervenir avant sa décapitation. La demande d'annulation de mariage d'Henri VIII. Des lettres d'Abraham Lincoln. Une bulle papale de 1493 qui divisait tout le continent américain entre l'Espagne et le Portugal. Chaque document que l'Église a voulu conserver et beaucoup qu'elle n'a jamais voulu que quiconque voie. Un universitaire qui a étudié le système de catalogage l'a décrit comme une vaste cité enterrée, un Herculanum submergé par la lave du temps. Ce n'est pas une métaphore. C'est une évaluation professionnelle. En 1612, le pape Paul V a scellé les archives en tant que collection privée. L'intention était explicite. Cela appartient au pape et au pape seul. Cette règle a été maintenue pendant 269 ans. Au cours de ces siècles, la collection a absorbé chaque procès papal, chaque scandale, la bibliothèque privée de chaque pape décédé. Elle a grandi, et personne en dehors des murs du Vatican ne pouvait y toucher. En 1881, le pape Léon XIII a finalement autorisé l'entrée aux chercheurs, bien que le mot « autorisé » fasse un travail très lourd dans cette phrase. Les universitaires étaient examinés, surveillés et limités à 3 dossiers par jour. Le préfet de l'archive, l'archevêque Sergio Pagano, les observait à travers un circuit fermé de télévision en direct pendant 27 ans. Pas de feuilletage, pas de copie, 3 dossiers. S'ils ne contenaient pas ce dont tu avais besoin, tu rentrais chez toi. Abonne-toi si tu apprécies cette vidéo, parce que ce qui vient ensuite fait paraître tout ce qui précède comme un simple échauffement. Et même avec ces restrictions, les archives étaient si mal cataloguées que les chercheurs passaient régulièrement à côté de documents classés dans les mauvaises sections, au sein d'un système qui ne s'est jamais remis de la pire chose qui lui soit jamais arrivée. Parce qu'en 1810, Napoléon a essayé de tout voler, le vol de Napoléon. C'est la partie dont personne ne parle. Quand Napoléon est devenu empereur, il a voulu créer une archive centrale de tout le savoir européen avec Paris comme capitale. En 1809, il a ordonné que l'intégralité des archives vaticanes soit confisquée et envoyée en France. En 1813, plus de 3200 caisses avaient été traînées sur des chemins de terre, à travers le col du Mont-Cenis jusqu'à l'hôtel de Soubise à Paris. Plus de 102 000 registres, volumes et liasses, sont arrivés à destination. L'archiviste principal du Vatican, Gaetano Marini, a été contraint d'accompagner la collection. Quand les fonctionnaires français ont remarqué que des documents clés manquaient, Marini a avoué qu'il les avait cachés avant de quitter Rome, y compris le Liber Diurnus du 8e siècle, l'un des plus anciens formulaires de la chancellerie papale, et 78 bulles à sceau d'or qui remontaient à l'empereur Frédéric Barberousse en 1164. Pendant ce temps, le personnel loyal du Vatican a enterré des documents appartenant au pape Pie VII dans les jardins du Vatican avant que les Français ne puissent les trouver. Ces documents du jardin n'ont été récupérés que près de 50 ans plus tard. Mais voici le plus grave. Quand Napoléon est tombé en 1814, le gouvernement français a ordonné que les archives soient restituées à Rome, mais n'a fourni presque aucun argent pour le transport. Le Vatican a dû payer de sa poche. Et quand l'argent s'est épuisé, les fonctionnaires du Vatican ont fait quelque chose qui devrait retourner l'estomac de n'importe qui. Ils ont vendu des documents au poids. Mais des parchemins datant de siècles ont été achetés par un épicier parisien pour les utiliser comme papier d'emballage. Des fragments de correspondance papale continuèrent d'apparaître dans des boutiques de Paris à la fin du XIXe siècle. Des caisses envoyées par mer ont été contaminées par l'eau de cale. D'autres ont été endommagées lors de traversées de rivières. Les universitaires estiment qu'entre un quart et un tiers de tout ce que Napoléon avait emporté n'est jamais revenu. Des dizaines de milliers de documents, des siècles d'histoire perdus pour toujours, et les documents qui sont revenus sont arrivés dans un chaos absolu. L'ancien système détruit. Un nouveau système de catalogage français laissé à moitié fait.
Les documents du procès de Galilée ont été volés des archives de Paris par un comte français et n'ont été restitués que des décennies plus tard par sa veuve. Maintenant, fais attention à ce détail, parce qu'il dit tout sur les personnes qui gardent cet endroit. Quand les troupes de Napoléon sont arrivées pour confisquer les archives, l'archiviste principal a accompli un acte de défi. Il a pris une lettre cruciale de 1530, l'a enroulée et l'a cachée à l'intérieur d'un tiroir secret dans une chaise de l'antichambre de l'archive. Les soldats ont fouillé partout, ont empaqueté plus de 3000 caisses, ont envoyé tout le registre papal à Paris. Ils n'ont jamais trouvé cette chaise. Près de 200 ans plus tard, l'archevêque Pagano l'a raconté aux journalistes. La satisfaction dans sa voix était indubitable. Et les Français ne l'ont jamais trouvée. Ce sont des personnes qui cachent des documents à l'intérieur de meubles plutôt que de permettre à des étrangers de les avoir. C'est la mentalité institutionnelle qui garde 12 siècles de secret. Et c'est exactement ce qui a rendu ce qui s'est passé en 2017 si effrayant pour eux. La machine qui lit tout. En 2017, une équipe de l'université Roma Tre en Italie a lancé un projet appelé In Codis Ratio, ce qui signifie en latin le système du code. Son objectif était simple et sans précédent. Apprendre à une machine à lire une calligraphie qui avait vaincu les universitaires humains pendant des siècles. Le problème auquel ils faisaient face était monumental. Les documents des archives couvraient 12 siècles. Les scribes médiévaux en latin utilisaient des ligatures qui fusionnaient les lettres adjacentes, des abréviations sans équivalent moderne et des formes de caractères si serrées et particulières que même les paléographes professionnels, les spécialistes qui consacrent leur carrière à cela, ne sont pas d'accord sur ce que disent les pages. Une seule lettre pouvait avoir un aspect complètement différent d'un document à l'autre. La reconnaissance optique de caractères des standards, la technologie qui lit du texte imprimé en millisecondes, échoue complètement avec ce matériel. Alors, l'équipe a construit un réseau neuronal entraîné à reconnaître des mots entiers, pas des lettres individuelles. En utilisant des unités de traitement graphique de NVIDIA et le cadre TensorFlow de Google, ils ont appris au système à reconnaître des motifs que l'œil humain peut à peine distinguer. Et voici la partie ingénieuse. Pour les données d'entraînement, ils ont recruté 120 étudiants de 24 instituts italiens. Ces adolescents n'avaient aucune connaissance du latin médiéval? Aucune. Ils regardaient simplement des images de caractères et cliquaient pour indiquer si elles correspondaient à des formes de lettres connues. Image par image, clic par clic. Des jeunes sans expérience en langues anciennes ont appris à une machine à lire ce que les universitaires ne pouvaient pas déchiffrer à grande échelle. Le système a commencé avec les registres Vatican. Plus de 18 000 pages de correspondance papale du XIIIe siècle. Des lettres entre papes et rois, reines et institutions de toute l'Europe. Des documents d'une pertinence historique sans précédent qui n'avaient jamais été transcrits depuis les plus de 700 ans depuis qu'ils avaient été écrits. Les chercheurs les ont appelés un corpus inédit. 7 siècles de communication papale non lue. L'intelligence artificielle a atteint 65% de précision exacte par mot lors de sa première tentative. Ce n'était pas parfait, mais suffisant pour donner aux paléographes une base de travail à échelle massive. Et l'équipe a déclaré publiquement que son système est conçu pour traiter l'intégralité des archives, les 85 km entiers, 12 siècles, des millions de pages qu'aucune personne vivante n'a lues. Une machine à qui la réputation institutionnelle est indifférente, à qui ce qui est embarrassant est indifférent, qui lit tout. Mais avant que l'intelligence artificielle ne puisse atteindre les archives nabais modernes, le Vatican a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a ouvert la section que tout le monde réclamait de voir depuis des décennies, et ce qu'il y avait à l'intérieur était plus explosif que quiconque ne l'avait imaginé. Les archives de guerre. Le 2 mars 2020, 100 chercheurs ont franchi les portes pour accéder à l'archive complet du pape Pie XII. Le pontife de guerre dont le pontificat s'est étendu de 1939 à 1958. Ces documents couvraient les actions du Vatican pendant la Seconde Guerre mondiale, sa connaissance de l'Holocauste, sa réponse à l'extermination nazie de 6 millions de Juifs. Selon la politique habituelle, ce matériel serait resté scellé jusqu'en 2028. Le pape François a rompu le protocole. L'Église n'a pas peur de l'histoire, a-t-il dit. À l'intérieur, il y avait 16 millions de pages. En quelques semaines, l'historien allemand Hubert Wolf et son équipe de l'université de Münster ont annoncé ce qu'ils avaient retrouvé. Des documents délibérément exclus de la propre publication officielle du Vatican sur la guerre. Entre 1965 et 1981, le Vatican avait publié 11 volumes des documents de Pie XII présentés comme le registre définitif. L'équipe de Wolf a démontré que c'était sélectif. Des documents avaient été omis parce qu'ils étaient antisémites et révélaient pourquoi Pie n'avait pas parlé contre l'Holocauste. Le Vatican avait édité sa propre histoire avant de la publier.
Le lauréat du prix Pulitzer David Kertzer a été l'un des premiers à entrer, et ce qu'il a trouvé ensuite mérite toute ton attention, parce que c'est ici que l'histoire cesse d'être une affaire de documents poussiéreux et commence à concerner des vies humaines. 16 octobre 1943, avant l'aube. Une opération nazie coordonnée parcourt les rues de Rome. Plus de 1000 juifs romains sont capturés. Des hommes, des femmes, des enfants, des familles arrachées de leur foyer dans l'obscurité. Ils sont emmenés dans un collège militaire et retenus là, à peine 700 mètres de la basilique Saint-Pierre, si près que si tu te tenais sur le toit du bâtiment de détention, tu pourrais voir le dôme. L'ambassadeur allemand a rapporté directement à Hitler que l'opération avait eu lieu sous les propres fenêtres du pape. Ensuite, les captifs ont été chargés dans des trains. Destination, Auschwitz. 16 sont revenus. De plus de 1000 personnes, 16. Et dans les archives fraîchement ouvertes, Kertzer a trouvé les mémorandums internes qui expliquaient pourquoi le Vatican a gardé le silence. Il a trouvé une lettre du père Pietro Tacchi Venturi, l'émissaire de toujours du pape auprès du régime de Mussolini. Tacchi Venturi exhortait Pie à effectuer une protestation privée auprès de l'ambassadeur allemand. Mais voici le problème, son argument n'était pas humanitaire. Pas du tout. Il recommandait de dire à l'ambassadeur qu'il n'y avait pas besoin de violence, parce que les lois raciales de Mussolini étaient déjà suffisantes pour contenir la minorité juive. C'était le meilleur argument en faveur de l'intervention qu'un diplomate du Vatican de haut rang a pu réunir. Pas d'indignation morale, pas de compassion. La suffisance bureaucratique. Le pape a alors consulté Monseigneur Angelo Dell'Acqua. La réponse de Dell'Acqua, conservée de sa propre écriture, arguait que le pape ne devait pas se prononcer du tout. Son raisonnement: les Juifs ont causé des problèmes et menacé les sociétés chrétiennes. Il mettait en garde contre le fait de croire des sources juives parce que, écrivait-il, les Juifs exagèrent facilement. 2 mémorandums, 2 conseillers de haut rang. L'un a dit intervenir avec un argument bureaucratique. L'autre a dit ne rien faire et l'a justifié par l'antisémitisme. Pie n'a rien dit publiquement. Les trains sont partis de Rome, mais voici ce qui rend l'histoire impossible à réduire à un verdict simple, et cela compte. Au même moment où ces mémorandums étaient écrits, les réseaux Vatican sauvaient des vies juives à une échelle massive. Les chercheurs qui ont trouvé ces documents accablants ont aussi trouvé la preuve de quelque chose d'extraordinaire se produisant simultanément. Des registres nouvellement découverts ont montré que l'Église a caché plus de 4200 juifs dans 235 monastères et couvents à travers Rome. Pie lui-même a envoyé son neveu Carlo Pacelli organiser 550 plaques déclarant les propriétés ecclésiastiques exemptes de perquisitions et de confiscations nazies. Le jour même de la rafle, après avoir appris les arrestations, le secrétaire d'État du pape a ordonné une conversation directe avec l'ambassadeur allemand auprès du Vatican. Une liste auparavant inconnue cataloguait 3200 juifs sauvés par nom. 80% des juifs romains ont survécu à l'Holocauste. C'est plus élevé que dans toute autre ville où les SS ont mené des rafles massives. Laisse cela reposer un moment. Des mémorandums antisémites au plus haut niveau argumentant contre l'intervention publique. Une opération clandestine massive de sauvetage sauvant des milliers de personnes. Les deux choses documentées, les deux réelles, les deux se produisant en même temps. Les deux scellés pendant 80 ans. Et le propre registre publié de 11 volumes du Vatican n'a raconté que l'histoire qu'il a choisi de raconter. La version de la Bible qui ne devrait pas exister. Et puis il y a le Codex Vaticanus, un manuscrit du IVe siècle écrit aux alentours de l'an 300 à 330 de l'ère commune, en grec. Écriture onciale, toutes lettres majuscules, sans espace, sans ponctuation. 733 folios contenant presque l'Ancien et le Nouveau Testament complet. L'une des deux Bibles presque complètes les plus anciennes en existence, dans le Vatican depuis au moins 1475. Pendant 550 ans, ils l'ont essentiellement gardé sous clé. Au critique textuel Tischendorf, on n'a accordé que quelques heures avec lui, et on lui a à peine permis de l'étudier. Et voici ce qui compte. La recherche moderne a confirmé que le Codex Vaticanus est l'une des versions les plus anciennes et les moins modifiées du texte biblique en existence. Les 12 derniers versets de l'Évangile de Marc, ceux qui apparaissent dans toutes les Bibles modernes, sont absents. D'autres passages que des générations de chrétiens ont lus comme écriture sacrée n'apparaissent pas du tout. Le Codex préserve un instantané de la Bible avant que des siècles de changements standardisateurs ne se produisent. Une photographie du texte fondateur du christianisme prise plus près de la source que presque tout autre document survivant. Restreint de l'étude académique pendant plus de 5 siècles. Qu'est-ce qui reste scellé maintenant? Prends du recul et regarde le tableau complet, parce que le schéma est impossible à ignorer. À 1612, les archives sont scellées. 1881, l'entrée est autorisée aux chercheurs, avec de fortes restrictions. 1912, le parchemin de Chinon est catalogué.
Personne ne le trouve pendant 89 ans. 2001, Fraley le découvre. 700 ans de faux récits renversés. 2017, une intelligence artificielle commence à décoder des pages que personne n'a lues depuis le XIIIe siècle. 2020, 16 millions de pages de guerre sont ouvertes. En quelques semaines, les chercheurs trouvent des documents que le Vatican a délibérément exclus de son propre registre. Découvertes, restrictions, révélations, des décennies ou des siècles plus tard, toujours selon le calendrier de l'institution. Et voici le chiffre qui devrait t'empêcher de dormir. Les archives n'autorisent actuellement l'accès que jusqu'à octobre 1958 Curry. Tout ce qui est postérieur est scellé. Les pontificats de Jean XXIIIe, Paul VI, Jean-Paul Ier, qui est mort 33 jours après être devenu pape dans des circonstances que les historiens débattent encore. Jean-Paul II, dont le pontificat de presque 27 ans a inclus la chute de l'Union soviétique et les premières révélations publiques de la crise des abus dans l'Église. Benoît XVI, le premier pape, a démissionné en 600 ans. Tout scellé. La guerre froide. Le Concile Vatican II qui a transformé la pratique catholique dans le monde entier. Le scandale de la Banque du Vatican des années 80. La mort de Roberto Calvi. Gambard trouvé pendu sous le pont de Blackfriars à Londres, avec des briques dans les poches. Des décennies d'enquêtes internes sur la corruption financière. La crise mondiale des abus et chaque document interne que l'institution a produit en réponse. Tout archivé, tout scellé. Selon le précédent du Vatican, ces archives pourraient rester fermées pendant 70 ans après la fin de chaque pontificat. Le pontificat de Jean-Paul II s'est terminé en 2005. Ces documents pourraient ne pas être disponibles avant 2075. Une génération entière pourrait passer avant que les archives ne révèlent ce que l'Église a su, décidé et caché pendant les décennies les plus turbulentes de son histoire moderne. Et l'intelligence artificielle ne fait que commencer. 65% de précision sur 18 000 pages d'un seul siècle. 85 km à parcourir. La réputation lui est indifférente. Elle lit tout, page par page, mot par mot. Chaque fois que ces archives s'ouvrent, ce qui en sort change ce que nous croyions savoir. Le parchemin de Chinon a réécrit l'histoire des Templiers. Les archives de Pie XII ont prouvé que le Vatican a édité sa propre histoire. Le Codex Vaticanus contient une Bible qui ne correspond pas à celle que des milliards lisent aujourd'hui. Alors ma question pour les commentaires, et je veux vraiment lire ta réponse, est celle-ci. Quand ces archives postérieures à 1958 seront finalement ouvertes, qu'est-ce que tu crois qu'il en sortira? Les documents de la Banque du Vatican? Les dossiers de la crise des abus? Quelque chose auquel personne n'a même pensé à chercher. Laisse-moi ta prédiction en dessous. Abonne-toi si tu as aimé la vidéo et active les notifications, parce que ces archives continuent de s'ouvrir, et quand la prochaine révélation tombera, tu en seras informé ici en premier.